Démarrer notre séquence. Avez-vous le message? L'enregistrement a donc démarré et on va vous partager le support qui va nous servir à cette présentation. La fenêtre. Et que vous devez voir apparaître. On les a là au fur et à mesure. On vous souhaite donc la bienvenue dans des conditions qui ne sont pas idéales, mais qui nous permettent de démarrer avec plusieurs personnes pour ce webinaire de lancement du Centre Ressources Intimes Agir pour la région PACA. Et donc, en souhaitant la bienvenue avec nous à l'ARS, avec Élodie Agopian et Élodie Dourlot, qui ont piloté en région la mise en place de ce centre ressources. Céline Poulet, secrétaire générale du comité interministériel du handicap, qui a joué un rôle important, le CIH, sur la création et aujourd'hui la coordination de ces centres. Donc Céline nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, et deux membres du comité stratégique, Nassima Messiba pour l'APF France Handicap et Carole Blanchard, directrice adjointe du planning familial des Bouches-du-Rhône, qui contribuent depuis le départ à la construction de ce projet et qui pourront dire un petit mot de leur contribution avec Ophélie Camier, donc la coordinatrice du centre, et moi-même, donc Jérôme Bégari, et directeur du CREAI, qui porte ce projet. La présentation se fera donc à plusieurs voix, vous l'avez compris. On vous évoquera, je vais déjà trop vite, la genèse du projet, les objectifs du comité stratégique qui a pu être constitué, la coordination du centre ressources, les caractéristiques et l'attendu vis-à-vis du collège des partenaires et le calendrier des actions qui sont mises en œuvre et du déploiement qui se fera tout au long de l'année 2023 jusqu'en 2024. C'est vous avec la souris qui pouvez me faire avancer. Voilà, merci. Du coup, simplement resituer le contexte de la création du centre ressources intimes Agir. On y reviendra. Initialement, centre ressources vie intime, affective, sexuelle et soutien à la parentalité, issu en 2019 du Grenelle des violences conjugales lancé par le Premier ministre et qui s'est décliné à la demande de la secrétaire d'État au handicap et avec l'implication du comité interministériel du handicap à la création d'un sous-groupe pour proposer des actions spécifiques en direction des personnes en situation de handicap. Le contexte réglementaire de ces centres s'inscrivent évidemment dans le déploiement, le renforcement de l'autodétermination, dans un champ plus global que l'on appelle la transformation de l'offre. L'instruction de 2020 relative à la diffusion du cahier des charges de ces fameux centres ressources régionaux, comme je le disais à l'origine, vie intime, affective, sexuelle, soutien à la parentalité, particulièrement long et complexe à communiquer, et qui s'est traduit récemment dans le cadre de la coordination nationale par un nouveau nom qui s'appelle Intime Agir dans toutes les régions, un nom issu d'une réflexion partagée avec les personnes en situation de handicap elles-mêmes et qui avait fait l'objet d'un vote. Donc ce nom Intime Agir est porté dans toutes les régions désormais. Et puis la circulaire de 2021 qui promeut l'accès au droit à une vie affective, relationnelle, intime et sexuelle pour toute personne en situation de handicap en institution. Et je commence à laisser la parole à Élodie Agopian et Élodie Dourlot au titre de l'ARS pour le déploiement, le lancement de ces centres ressources. Merci, Monsieur Bégari. Alors, effectivement, suite à l'apparition de ces différents textes, l'ARS PACA a lancé un appel à candidature le 4 janvier 2022. Et à l'issue donc de cet appel à candidature, nous avons reçu des projets pour porter ce centre ressources et nous avons réuni un comité de sélection le 24 mars 2022. Ce comité de sélection a donc choisi de retenir le projet porté à l'époque donc par le CREAI PACA. Alors pourquoi il a été décidé de créer ce centre ressources? Plusieurs constats préalables évidemment sur le fait que la santé sexuelle reste un sujet tabou et notamment de manière plus prégnante sur le champ du handicap.
Les personnes en situation de handicap, évidemment, ont les mêmes besoins d'information, d'accompagnement et de prévention. Mais il est vrai que ces personnes étant vulnérables, les besoins sont peut-être plus prégnants. Et donc, il est paru nécessaire de pouvoir les guider, les orienter, les accompagner. Et donc, cela a justifié aussi l'intérêt de créer un tel centre ressources. Les institutions, les établissements que vous représentez peuvent être aussi en difficulté face aux droits relatifs à la sexualité des personnes. On ne sait pas trop, on ne sait jamais comment aborder ce sujet, parce qu'on le disait, c'est un sujet qui est tabou. Quel angle d'approche, comment est-ce qu'on communique face à des personnes en situation de handicap qui parfois sont aussi dyscommunicantes. Donc voilà, c'est un sujet qui reste complexe. Et donc, selon le type de handicap, ça peut aussi faire surgir dans des problématiques spécifiques. Les notions d'inclusion des personnes concernées de leur entourage, notamment la père aidant, sont de plus en plus l'objet aussi de réflexion à ce sujet. Alors, l'objectif du centre ressources, c'est évidemment de favoriser la mise en réseau, la coopération entre les différents acteurs du territoire, développer des actions éducatives, sociales et sanitaires plus inclusives pour les personnes en situation de handicap, recenser les initiatives sur le territoire à partir de l'offre existante. L'idée, c'est que le centre ressources s'appuie aussi sur les offres et les acteurs qui déploient ce type d'action. On a en tête, par exemple, le CRES et le CODES qui mettent en place dans certains départements des actions justement éducatives sur ce sujet bien précis et identifier les structures manquantes sur certains territoires en s'appuyant sur le droit commun. Alors, le centre Intimagir permet aussi d'apporter donc des solutions sur 3 axes, l'information et l'orientation, le recensement et le renfort du pouvoir d'agir. Sur le premier point, s'informer et orienter. Intimagir a pour mission d'être l'équivalent d'une garde de triage. En effet, les personnes pourront poser des questions, être écoutées, s'informer et ensuite être orientées vers les acteurs compétents. Donc des acteurs en lien avec la vie intime, la vie affective, sexuelle et l'aide à la parentalité. Ce qui nous amène d'ailleurs sur le deuxième point, donc de recenser et de réunir les acteurs de proximité pour répondre aux besoins de la personne en situation de handicap. Ces orientations seront favorisées par la mise en place d'une cartographie par le centre Intimagir qui recensera sur les différentes thématiques les lieux, références et les acteurs ressources. Et enfin, sur le troisième point, le renfort du pouvoir d'agir, donc qui est un point fort aussi du centre Intimagir, qui est de réserver une place importante à la personne en mettant en place la paire aidance ou des experts d'usage, toujours pour favoriser une meilleure prise en charge, un meilleur accompagnement et une amélioration continue de l'offre du centre. Merci à vous et du coup peut-être, et de par le contexte initial et les enjeux aujourd'hui de ces centres qui n'ont pas vocation à être dans l'accompagnement direct des personnes, mais vraiment sur la question de l'orientation de l'information vers des acteurs, avec une coordination nationale qui se poursuit avec le comité interministériel du handicap et on voit bien tout l'intérêt puisque le rétroplanning de déploiement qu'on avait imaginé est régulièrement, j'allais dire percuté, c'est pas forcément le bon terme, mais se fait en lien étroit avec le partage qui peut exister aujourd'hui avec les différents centres ressources. Et c'est assez essentiel, on y reviendra tout à l'heure. Je propose, Céline, de te donner la parole pour nous éclairer sur ces sujets. Oui, tout à fait. Et puis déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour votre implication. Merci beaucoup pour la présentation de l'Agence régionale de santé, extrêmement claire et qui reprend évidemment les grands axes et les grands attendus de ces centres ressources Intimagir. Peut-être vous dire aussi que les centres ressources sont cités aujourd'hui dans le plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023 et 2027. Annoncé par la Première ministre. Donc, on voit ô combien, en définitive, ces centres ressources prennent toute leur place sur les régions, sur les deux axes que vous avez bien définis, à la fois
pour et par les personnes en situation de handicap, avec véritablement une participation active qui est attendue aussi de leur côté. Et puis sur la lutte et la prévention contre les violences, et notamment les violences sexuelles. Donc, on compte bien s'appuyer aussi sur les centres ressources dans ce cadre-là. Alors oui, une coordination, pourquoi? Alors souvent on nous dit, mais pourquoi animer en fait tous les centres ressources? Parce que in fine, on s'aperçoit qu'en fait, sur les territoires, on est amené peut-être à développer en fait les mêmes outils ou à partager des mêmes pratiques. Et quelquefois, on a des pratiques que l'on peut tout à fait, je dirais, partager ensemble avec les professionnels. Alors, on s'est mis à créer un réseau, une communauté professionnelle au sein de l'Agence nationale d'appui à la performance, l'ANAP, qui permet à tous les professionnels, par exemple comme aujourd'hui, par exemple pour le webinaire, eh bien, on peut aller poster sur ce réseau toutes les initiatives des centres ressources pour que tout le monde soit bien au courant de ce que fait l'autre et peut-être d'aller récupérer aussi l'information qui peut être donnée pour pas toujours tout avoir à refaire. La deuxième chose qu'on a organisée, c'est la création d'une brique sur la vie intime, affective et sexuelle et soutien à la parentalité dans le cadre de mon parcours handicap qui est coordonné par la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie et également la Caisse des dépôts. Donc, c'est vous, quand vous allez sur mon parcours handicap, bien désormais, on est en train de construire cette brique pour que les personnes puissent très rapidement trouver les centres Intime Agir. Vous savez que ça va être notre gros challenge, c'est que quelquefois on monte des dispositifs, mais que personne ne les connaît et que les personnes ne les connaissent pas. Et donc, il faut absolument qu'on ait ce renfort en termes de communication et de diffusion pour aller voir les personnes en situation de handicap, leur dire ça existe, les aidants, mais également les professionnels, les familles, tous ceux qui sont concernés. Donc ça, c'est vraiment un grand challenge, c'est de rendre visibles ces centres Intime Agir. Et puis, on voit qu'il y a des spécialistes aujourd'hui, des cartographies, par exemple à Boussole Aidant, qui est une plateforme aujourd'hui qui recense toutes les ressources en fait sur les territoires. Et donc, vous rentrez un mot-clé si vous cherchez en fait, par exemple, un club sportif, etc., pour la personne que vous accompagnez. Là, on leur a demandé s'ils pouvaient nous aider justement pour cartographier en définitive les ressources sur les territoires et avoir en définitive une cartographie sur tout ce qui se passe dans les régions en lien avec les centres ressources Intime Agir. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, et ça va intéresser évidemment l'agence régionale de santé, puisqu'on l'a fait également avec les agences, c'est comment réfléchir sur des indicateurs d'activité qui permettent en fait de rendre compte de la pertinence de ces dispositifs sur les territoires et surtout sur l'impact que cela va avoir auprès des personnes. Vous savez, généralement, voilà, on met les dispositifs en place, mais on ne les évalue pas toujours sur l'impact que cela peut avoir sur les personnes. Donc là, on a fixé ensemble à la fois donc les porteurs des centres Intime Agir et les agences régionales de santé concernées, et puis voilà, des tableaux d'indicateurs qui sont très axés en définitive sur l'impact auprès des personnes. Qu'est-ce que ça change dans le quotidien des personnes? Et on organise donc régulièrement une animation auprès des centres ressources pour que les centres ressources puissent aussi échanger entre eux sur les pratiques, mais aussi regarder les boîtes à outils qui existent déjà. Donc, on fait intervenir aussi des plateformes qui sont en train de se développer autour du recensement d'outils à destination des personnes en situation de handicap. Et ça nous permet d'échanger ensemble sur la pertinence et d'avancer pour ne pas perdre de temps et que ça s'installe le plus rapidement possible, puisqu'on le sait, il y a des attentes extrêmement fortes du côté des personnes, du côté des familles et du côté des professionnels. Merci encore. Merci Céline pour ces quelques mots autour de cette coordination qui pour nous est essentielle parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on pensait avancer d'une certaine manière sur certains sujets et c'est bien dans le cadre de ces échanges qu'on préfère temporiser par moment pour se mettre en ordre de marche de façon cohérente avec tous ces systèmes-là. On le verra tout à l'heure, notamment sur les plateformes d'information sur lesquelles on va se pencher à partir de 2023. On va rentrer maintenant dans la structuration du projet tel qu'on l'avait imaginé au départ et où on en est aujourd'hui. Je
laisse avancer Ophélie, entre la salle d'attente et puis la suite. Simplement pour reprendre effectivement qu'en tant que Créaille et porteur de ce projet, l'objectif était en aucun cas, et dans la lignée de tout ce qui a pu être évoqué depuis tout à l'heure, de construire une expertise centralisée nouvelle au sein d'une entité, en l'occurrence qui serait le Créaille. L'objectif est bien de s'appuyer sur les initiatives déjà existantes, les dispositifs déjà existants, de les recenser, de les partager, de les essaimer. On peut trouver tout un tas de verbes ou d'adjectifs, et la construction de ce projet devait dès le départ, à travers la constitution de son comité stratégique, refléter cela. Le comité stratégique est constitué alors à l'origine, dans la réponse qui avait été déposée, du planning familial des Bouches-du-Rhône, de l'APF France Handicap et de l'ARI, avec l'UNAPI Alpes-Provence. Et le Créaille, j'espère que je n'oublie personne à l'origine, et d'autres membres ont pu rejoindre ce comité stratégique qui avait vocation à être élargi, et notamment en lien avec les dispositifs de droit commun. Et donc les deux corévis de la région nous ont rejoints récemment, le CRIPS Sud également, et de façon à couvrir l'ensemble de la région au niveau des acteurs médico-sociaux, l'association Trisomie 21 Alpes-Maritimes également. L'objectif était de s'appuyer sur des porteurs qui avaient déjà des actions en œuvre dans la région, qui permettaient tant des mises en lien par groupe que des journées régionales, voire plus, et sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. En cours de construction de partenariat, on a le CRES, évidemment, dont on s'est rapproché et qui est susceptible de rejoindre ce comité stratégique, et le CIDFF sur un sujet particulièrement important, comme le rappelait Céline Poulet tout à l'heure, sur la question des violences notamment. Je vous laisse avancer. Et je vais d'emblée laisser la parole à nos partenaires qui portent les actions sur lesquelles s'appuiera ce centre ressources en région. Et donc c'est Nassima Bessiba dans un premier temps pour APF France Handicap qui va nous parler d'amour et handicap et des sujets coportés avec l'UNAPI, Alpes-Provence et l'ARI. Nassima. Merci Jérôme, merci Jérôme. Oui, tout à fait. Donc la participation de nos associations, APF France Handicap, UNAPI Alpes-Provence et l'ARI nous semblait tout à fait naturelle. La participation au comité stratégique du Centre Ressources Intim'Agir, puisque nos trois associations collaborent déjà depuis un certain nombre d'années sur le projet Amour et Handicap, donc, qui est un projet régional développé sur la région PACA. Alors, pour vous en dire quelques mots sur peut-être la genèse, on va dire que nos trois associations fortes de nos expériences auprès des publics accompagnés, fortes des actions déjà menées, ont fait le même constat que le sujet de la vie intime, la vie sexuelle, la parentalité étaient des sujets encore tabous. En ce qui concerne le handicap, très peu abordé, et qu'il était nécessaire, même si il y a des avancées et on peut s'en féliciter, qu'il était nécessaire de développer des projets qui puissent répondre vraiment aux besoins des personnes, le besoin de s'exprimer sur ces sujets-là, le besoin de s'informer. Et voilà, et puis que ces sujets autour de l'intimité, la sexualité, la parentalité soient un peu désacralisés, je mets des guillemets, mais désacralisés pour être des sujets tout à fait communs. Enfin, voilà, ce ne sont pas des sujets tabous. Donc du coup, nos trois associations se sont fédérées pour monter ce projet Amour et Handicap. Donc, Amour et Handicap, c'est un projet qui existe depuis 2018. La première action de ce projet-là était de monter un salon qui a lieu à Hyères, dans le Var. Donc, un salon sur 2 jours ouvert à tous les publics, et qui réunit un ensemble de partenaires et d'acteurs qui travaillent auprès des publics sur ces sujets-là. Et donc, pendant 2 jours de salon, on propose un village interassociatif, on va dire, où les personnes, les visiteurs
du salon vont pouvoir s'informer, aller échanger avec les professionnels, les associations qui sont présentes. On propose des conférences thématiques, des ateliers, des tables rondes, des animations, avec le but de ces 2 jours, c'est que vraiment les personnes sortent un petit peu de leur isolement et donc puissent aller chercher des informations, aller s'exprimer, échanger entre pairs. Et voilà, et ressortir de ces 2 journées-là en ayant des billes pour pouvoir ensuite savoir à quelle porte aller taper pour telle ou telle situation. Donc ça, c'est en 2018, c'était la première action qu'on a mis en œuvre avec l'interassociatif. Et depuis 2021, donc étant donné que la crise sanitaire étant passée par là et nous ayant pas permis de proposer une 2e édition en 2020, on a créé une plateforme interactive numérique. Donc, et au travers de cette plateforme-là, on propose des webinaires, des visio-rencontres, des sexo-cafés, des ateliers d'expression. Enfin, on propose tout un panel de rendez-vous interactifs pour permettre de continuer entre les 2 salons, parce que le salon Amour et Handicap, c'est un salon qu'on propose tous les 2 ans. Et dans l'intervalle, on anime une plateforme donc pour continuer à parler de ces sujets, continuer à proposer des ateliers et des lieux privilégiés d'expression et d'information autour de ces sujets-là. Donc, que ce soit la plateforme ou le salon Amour et Handicap, on va dire que les bénéficiaires prioritaires de ces 2 actions et du projet Amour et Handicap, ce sont les personnes en situation de handicap. Tout type de handicap, quelle qu'elle soit. Le but, c'est vraiment de pouvoir leur apporter les clés, les outils, les informations pour qu'elles puissent être en mesure ensuite de faire leur propre choix pour leur propre vie. Et autour de ça, donc évidemment, il y a des personnes qui sont concernées également, donc les professionnels, les familles. Et donc ces 2 actions et ce projet-là, Amour et Handicap, proposent également des ateliers, des temps d'échange pour ces publics-là que sont les aidants proches, les familles. Parce que il y a un impact aussi sur les proches et auprès des professionnels aussi, qui puissent aussi améliorer leurs pratiques et pouvoir accompagner de manière effective les personnes qu'elles accompagnent au quotidien. Voilà, donc je vous donne juste la date du prochain salon Amour et Handicap, comme ça tout le monde pourra noter sur C'est un l'agenda. teasing, Nassima, je te coupe, tu fais un teasing, on l'a mise à la fin de la présentation. Ah, d'accord, ok. Alors je me tais là, je me tais. J'en ai fini. S'il y a des questions à la fin, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Mais justement, effectivement, c'est typiquement avec toutes ces animations et ces supports qui ont été construits depuis quelques années, comme l'évoquait Nassima, il n'était pas question de venir réinventer tout ça, et plutôt de voir comment le partager plus largement désormais et l'enrichir chaque fois qu'un besoin sera identifié. Et on reviendra tout à l'heure sur justement Amour et Handicap dans le programme des animations prévues sur cette année 2023 et qui arrivera en fin d'année. Allez, on n'a pas donné encore la date, mais on en dit un peu plus. Je vais donner la parole à Carole Blanchard du planning familial des Bouches-du-Rhône, autres partenaires, autres outils sur lesquels on prévoit de s'appuyer. Oui, merci. Alors, je suis entourée avec aussi une partie de l'équipe du planning familial des Bouches-du-Rhône et je représente également les autres plannings de la région qui sont présents dans tous les départements sauf dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et donc, pour vous resituer, effectivement, depuis 60 ans, le planning défend l'accès au droit, une sexualité libre et consentie, la contraception choisie, la possibilité de l'avortement et également, voilà, de manière globale, l'égalité entre les hommes et les femmes
programme et la prise en compte des violences sexistes et sexuelles dans toutes les approches de notre société. Depuis 2005, nous avons monté un programme national qui se nomme Handicapés alors. Donc, vous voyez la petite plaquette à l'écran. Ce programme vise à faire reconnaître et à promouvoir la vie relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et de manière plus globale à changer le regard de l'ensemble de la société sur leur vie affective et leur sexualité, à lever cette impensée que les personnes en situation de handicap ont également une vie affective et une vie sexuelle, cette invisibilité, et donc du coup de construire tous les prérequis nécessaires pour permettre cette autodétermination dont on a cité tout à l'heure dans la présentation de l'objectif des centres ressources. Donc, en prenant appui sur ce programme, effectivement, on était impliqué au moment des Grenelles des violences en 2019 et c'est pourquoi nous sommes associés au CREAI en 2021-22, presque 17 ans après du coup, la création de ce programme pour faire vivre nos objectifs et surtout leur donner l'ampleur nécessaire et l'impact sur le terrain et auprès des personnes et des professionnels concernés. Pour préciser les compétences et les outils qu'on a développés en mettant en œuvre ce programme, il a fallu construire des outils d'animation adaptés au vécu émotionnel et cognitif de ces publics. Et à l'heure actuelle, toutes les associations dont je vous ai citées dans la région sont formées, interviennent sur le sujet sur des ampleurs variables. Et surtout, cela signifie que les professionnels qui accueillent ces personnes-là, en plus d'être formés à l'écoute et à l'animation d'actions sur la vie affective et sexuelle, sont dotés d'une formation spécifique sur la question du handicap. Et ça permet d'intervenir directement auprès de ces personnes-là en groupe, mais aussi en entretien individuel. Et pour ce qui concerne le planning des Bouches-du-Rhône, de permettre aussi une prise en charge sur la santé gynécologique des femmes en situation de handicap, en leur permettant un accès à un suivi gynécologique, à une contraception choisie et adaptée, et également à la prise en compte de leurs douleurs ou d'infections sexuellement transmissibles. De manière plus globale, des personnes en situation de handicap sont reçues comme une personne valide sur les accueils qui sont proposés dans la région par des conseillères conjugales et familiales, sur des accueils gratuits, anonymes et plus ou moins sans rendez-vous selon la situation de la personne. Et ça permet de pouvoir obtenir un panel d'informations que je vous ai cité un peu tout à l'heure déjà, sur la vie affective et sexuelle. On intervient également auprès des familles, soit lors de groupes de parole et également de représentation de théâtre forum. Cela permet à la fois d'apporter des connaissances, mais surtout de laisser place à l'expression du vécu des familles sur la prise en compte de la vie affective et sexuelle de leur enfant, bien souvent. C'est dans cette situation-là que nous intervenons. Et également, et c'est un axe qui est pour nous crucial, c'est pouvoir travailler avec les professionnels qui entourent ces personnes en situation de handicap, soit lors de formation, soit via des analyses de pratique ou des accompagnements particuliers, et également de soutenir les institutions dans leur travail au quotidien pour prendre en compte ces situations. Et je dirais aussi que un des axes importants du programme, ça a été de permettre la prise en compte et d'accompagner également tout l'aspect judiciaire et policier. On a cité que ces centres ressources sont issus également des violences, du Grenelle des violences. Et donc, la prise en compte de l'aspect judiciaire et de la prise en compte pénale des violences faites auprès des personnes contre les personnes en situation de handicap est primordial. Et pour cela, c'est également un besoin de formation et d'outils pour permettre la prise en compte des violences et permettre les dépôts de plainte. Et surtout que les dépôts de plainte puissent aboutir derrière à des condamnations et à une réglementation, un aboutissement pénal.
Et je vais terminer sur 2 vignettes que vous voyez qui sont le site Parlons Sexualité et le numéro vert Sexualité, IVG, Contraception. Nous avons développé ces 2 outils également pour permettre de disposer de tous les modes de communication adaptés à chacun. C'est pour ça que sur le site Parlons Sexualité, on a développé cette expertise de chat en direct où on peut aborder de la même manière qu'on aborderait les besoins et les questions sur la vie affective, mais de manière distancielle et plus anonyme. Et via le numéro vert Sexualité, IVG, Contraception, également pouvoir discuter avec une écoutante professionnelle et être orienté selon sa demande et ses besoins. Sur ces 2 outils, nous avons mis en place des référencements spécifiques sur les personnes en situation de handicap, à la fois sur l'accueil des personnes en situation de handicap qui permet de référencer les personnels sensibilisés au handicap et également la partie accessibilité physique. Et ce qui est intéressant avec du coup là, la participation au centre Intime Agir, c'est de pouvoir partager avec les partenaires avec lesquels nous étions déjà en collaboration depuis de nombreuses années, avec l'APF, l'ARI et l'UNAPI de manière voilà, plus spécifique, pour construire ensemble une réflexion globale pour continuer à agir auprès de ces personnes-là et en y incluant d'autres professionnels qui étaient plus éloignés de nos contacts habituels. Et également, nous sommes en réflexion au niveau du numéro vert pour essayer de réfléchir à ce numéro vert, comment l'intégrer au centre ressources Intime Agir, en tout cas de prendre en compte les objectifs du centre Intime Agir avec les outils dont nous avons déjà le pilotage. Et voilà, j'espère que je vous ai fait cette présentation un peu rapide mais complète. Je pourrai répondre à la fin si vous avez d'autres questions ou besoin d'autres adaptations. Merci. Merci Carole. Alors effectivement, en synthèse, là encore, des outils sur lesquels on veut pouvoir s'appuyer. On parlait cartographie tout à l'heure avec Céline Poulet qui le rappelait et l'ARS également, qui est un sujet très actuel dans différents dispositifs ressources, on va dire. Il n'est pas question là de venir se substituer ou inventer une autre cartographie que ce qu'a pu faire le planning familial sur ce qui est déjà fait. Pareil sur les numéros d'écoutants, c'est comment est-ce qu'on les articule, on les renforce, on y reviendra tout à l'heure, mais entre des centres d'écoute qui peuvent exister au niveau de l'APF et le numéro qui vient d'être présenté du planning familial, comment est-ce qu'on articule tout ça pour arriver à un numéro unique à un moment donné, de façon à ne pas recréer encore autre chose. Lieu d'écoute, lieu d'accueil physique, des ressources, des mises en lien à distance par les plateformes digitales. Tout ça sont des supports qui vont nous aider à répondre aux besoins auxquels le centre ressources doit pourvoir. Je laisse avancer. Alors, le comité stratégique est composé d'autres membres qui apporteront également leur expertise sur d'autres domaines. Je pense à la formation notamment. Plusieurs membres du comité stratégique sont à même de dispenser une offre de formation. Néanmoins, au sein de ce comité stratégique, l'idée est de construire une identité commune au sein d'Intime Agir, de croiser tout ça. Les missions du comité stratégique sont donc d'assurer la stratégie de déploiement et la représentation institutionnelle du centre ressources, bien évidemment, qui a une entité à part entière. C'est-à-dire que très clairement, un des sujets qu'on a pu partager avec les différents membres, c'est que chaque acteur a potentiellement un plaidoyer sur les différents sujets, qui n'est pas forcément le plaidoyer du centre ressources, qui n'est pas forcément le lieu du plaidoyer, qui est le lieu de débat, le lieu de partage, le lieu d'information, mais on distingue bien ces choses-là. Il s'agit dans cette représentation institutionnelle de constituer une entité différente. Cartographier les acteurs et dispositifs en PACA, on a largement évoqué, structurer une présence de proximité par département, au-delà de la notion d'une couverture d'un territoire régional. Il s'agira de recenser des acteurs par territoire de façon à répondre le plus en proximité possible. Développer des partenariats avec les acteurs de droit commun, privilégier la porte d'entrée du droit commun. Ça, c'est une priorité aujourd'hui, quels que soient les sujets, bien évidemment. Je laisse poursuivre.
Développer le pouvoir d'agir des personnes concernées, dire que, on viendra à la coordination tout à l'heure avec Ophélie Camier qui est à mes côtés, mais qu'on a prévu dans l'organigramme qui reste léger du centre ressources. Ophélie Camier aujourd'hui est à mi-temps pour cette coordination, mais on a souhaité dédier d'emblée un temps de salariat qui ont vocation à venir valoriser, renforcer l'expertise d'usage. Et on souhaite pouvoir avancer dans cette direction-là pour que les ressources internes de ce centre soient portées au maximum par des personnes en situation de handicap. Co-construire la programmation, l'animation du centre ressources, là aussi on l'a partagé dans les exemples qui ont été donnés. Conduire le repérage, la valorisation des actions et initiatives, pareil, c'est à travers l'ensemble des acteurs du comité stratégique, et au sein de ce comité stratégique qu'on construira toutes ces choses-là. Pour répondre aux 4 missions principales que l'on s'est fixées et qui correspondent au cahier des charges, être écouté par différents moyens, comme a pu par exemple l'illustrer Carole juste avant, se renseigner, l'information, des colloques, des lieux d'accueil avec des ressources, la question de la cartographie, s'entraider, des communautés virtuelles, cafés, rencontres, groupes de parole, webinaires, la question de la pérédance et d'expertise d'usage, faire le lien avec le droit commun comme une priorité, co-construire une cartographie des ressources et orienter en utilisant ce qui existe déjà. Et donc, je vais passer la parole maintenant pour la suite à Ophélie Camier, qui est donc au sein du CREAI en charge de la coordination de ce centre-là, en lien avec l'ensemble du comité stratégique. À vous la parole, Ophélie. Merci, Monsieur Begari. Je précise qu'à la fin du webinaire, on organise un temps pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous voulez poser des questions dans le chat, j'ai vu qu'il y avait une main levée tout à l'heure. Alors, en tant que coordinatrice en PACA, je suis rattachée au comité stratégique dont j'assure le pilotage. Je mets en place la programmation et la planification du centre ressources. Je développe la pérédance. J'anime le comité stratégique en valorisant les activités de tous nos partenaires. J'anime également le comité des partenaires en identifiant leur expertise et en les valorisant. Pour ça, je développe et je mets à jour la base documentaire et la cartographie régionale. Je vais construire, nous allons construire les indicateurs et le suivi de l'activité, aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif, au fur et à mesure qu'on développera le centre ressources. Je vais coordonner et animer les acteurs et partenaires, donc en interne, par exemple au niveau des écoutants, mais je serai en appui des écoutants au niveau de la plateforme téléphonique pour soutenir et appuyer ces écoutants. Et au niveau externe, on va dire, c'est des animations territoriales qu'on organisera avec le centre ressources. Et plus rapidement, après, pour soutenir, orienter les missions du comité stratégique et enfin gérer le budget et la partie administrative et RH du projet. On va avancer. Concernant les indicateurs, comme l'évoquait, j'ai pas raté une diapo là. Non, Comme l'évoquait Céline Poulet tout à l'heure, ce sont des indicateurs qui ont été partagés dans le cadre de la coordination nationale. Alors, je vais vous parler maintenant de ce que c'est que le collège des partenaires. Donc, le collège des partenaires, c'est des personnes ressources qui sont déclinées en collège de partenaires, qui vont décliner de manière opérationnelle la stratégie du comité stratégique en fonction de leurs compétences, de leur expertise et selon les professionnels qui se trouvent dans leur structure. Ce sera aussi en fonction des besoins identifiés et l'évolution de notre centre ressources. Ils vont venir en appui, en soutien à la formation, à la veille académique, scientifique, à l'organisation de colloques, à l'animation de groupes de parole, par exemple. Ils permettront de constituer la cartographie régionale du centre ressources en PACA et faire la promotion du centre ressources par le biais de leur réseau et au niveau des personnes concernées. Donc, on a constitué, lors de notre appel à candidature, 40 lettres de soutien qu'on a effectuées lors du dépôt. Je suis en train actuellement de
recontacter toutes ces personnes pour affiner, on va dire, préciser les expertises et que toutes ces personnes dans ces lettres de soutien peuvent apporter au centre ressources. Donc pour préciser, donc parmi ce collège de partenaires, donc il y a des bénéficiaires, des associations d'usagers, des groupes d'entraide mutuelle, il peut y avoir des professionnels de santé libéraux, des professionnels hospitaliers, des organismes gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux. Préciser qu'on vous enverra un formulaire. Là, de ce fait, si on peut vous le mettre dans le chat, on ne peut pas le faire en même temps du fait des problèmes techniques qu'on a rencontrés ce matin, mais on vous mettra le lien dans le chat tout à l'heure si l'on peut. Et dans tous les cas, vous le recevrez par mail dans un deuxième temps pour venir enrichir ce collège des partenaires dès lors que vous avez que vous portez une expertise qui nous permettra de répondre à cette intersectorialité notamment qu'on a voulu privilégier depuis le départ. Oui, le but, c'est d'enrichir justement ce collège qui se réunira de manière annuelle en fonction des thématiques et par territoire, dans le but vraiment d'être encore plus riche et équilibré dans toutes ces thématiques et toucher tous les territoires de PACA. Ce collège est loin d'être exhaustif à ce jour, mais a déjà une représentativité de l'ensemble des territoires et des différents secteurs qui peuvent être concernés. Il nous faut désormais l'enrichir pour répondre à deux niveaux. Des thématiques plus régionales et transverses, comme l'évoquait Ophélie, et puis voir comment est-ce qu'on peut construire une réponse plus de proximité avec une mise en réseau sur chacun des territoires, sans doute départementaux. Alors pour enrichir, pour alimenter, on va dire, ce centre ressources, on organise des concertations territoriales par le biais de nos 2 véhicules itinérants, donc le bus Adélis de l'APF France Handicap et l'Octobus l'innovation partout pour tous, porté par le CREAI et la Croix-Rouge française et financé par la Fondation Malakoff Humanis Handicap, qui va nous permettre à la fois d'identifier les besoins de manière plus précise sur les territoires, puisqu'on est dans une démarche d'aller vers, mais également d'identifier les ressources et les professionnels. Et par le biais de l'Octobus, on va organiser des animations territoriales en lien avec les thématiques, une par département. On va vous préciser après les dates de manière plus précise. Il y aura, dans le cadre de l'Octobus, la présence d'une compagnie forcenée qui viendra aussi animer les ateliers. Donc, recensement des besoins des personnes, on va à la rencontre des personnes, des acteurs, des initiatives, on nourrit la cartographie et on contribue à un programme d'animation au fil des étapes dont vous avez les dates. Alors, les prochaines dates à retenir, au niveau de l'Octobus, on a on sera fin mai à Marseille, le 30 mai après-midi. Donc, c'est vraiment une programmation qui est prévisionnelle. Donc, il se peut qu'il y ait quelques dates qui puissent être légèrement modifiées, mais dans l'ensemble, on est fixe. Donc, fin mai à Marseille, le 30 mai après-midi à Gap, Briançon ou Embrun, en fonction du lieu où on sera accueilli. Le 21 juin, matin à Manosque. Le 20 septembre matin à Toulon. Le 6 octobre à Apt, autour de la journée des aidants, la journée nationale des aidants. Le 11 octobre après-midi, on sera à Nice pour organiser des ateliers. Le 26 mai 2023, on organise notre journée régionale Intimagir à Aubagne. Et enfin, c'est là où, comme Nassima le me disait, le salon Amour à Handicap, on sera en présence au salon Amour à Handicap le 6 et 7 octobre à Hyères. Donc, on a commencé à travailler au développement de ce centre ressources avec des choses avec des actions qui ont déjà été mises en place, notamment au niveau de la cartographie qu'on a co-construit avec le comité stratégique des ressources et des professionnels. On a informé une partie des partenaires par le biais des 2 webinaires et on a participé au webinaire Amour et Handicap et ce webinaire qui est à l'heure actuelle, qu'il est en ce moment. Donc ça, c'était au premier trimestre. Donc les communautés virtuelles, vous les trouvez sur la plateforme Imagina.
c'est réalisé par l'APF France Handicap et dans le cadre d'Amour Handicap. J'espère que Ensuite, la plateforme téléphonique d'écoute, nous espérons la réaliser au 3e trimestre 2023, sous réserve aussi de la coordination au national. Ça pourra être aussi amené à évoluer en fonction de la coordination au national. Donc, et de la piste qui va se dégager pour nous d'un numéro unique ou d'un acteur particulier, de voir les articulations que l'on peut construire. Mais la cible aujourd'hui est bien celle du 3e trimestre 2023 et qui repose sur tout le travail qui est en train d'être fait de repérage des acteurs et des initiatives. Le numéro d'appel nécessite que l'on puisse apporter une réponse en termes d'orientation et donc nécessite ce travail de cartographie qui est en cours. Alors on a donc le 2e trimestre, c'est la journée régionale qui sera donc le 26 mai à Aubagne, et il y aura pour le 4e trimestre le salon Amour et Handicap pour animer tout ce centre ressources. Vous avez de manière fléchée le rétroplanning de ce déploiement de ce centre ressources. Qui reprend un peu plus en détail tout ce qu'on vient d'évoquer. Donc on ne va pas forcément tout reprendre, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le travail de fond qui est fait actuellement va nous permettre ensuite de nourrir les différentes animations qui se dessinent et puis de pouvoir à la fois répondre, écouter et accueillir les personnes qui viendraient vers le centre. Voilà. Donc, pour revenir, donc pour ce qu'est le centre ressources, donc c'est une porte d'entrée nationale, monparcourshandicap.gouv.fr, qui renverra vers les centres ressources Intim'Agir de la région pour tout ce qui est les questions en lien avec la vie intime, affective, sexuelle, soutien à la parentalité, prévention des violences. Intim'Agir, on alimente une cartographie qui va renvoyer sur ce qui existe déjà. Donc, on prend l'exemple de Parlons Sexualité ou la plateforme digitale Imagina, mais ce n'est pas exhaustif. Il existe forcément d'autres acteurs, d'autres partenaires et d'autres ressources. Et on se base sur ce qui existe déjà. Et la plateforme qui sera créée aura vocation à réunir tous ces outils-là et ces acteurs-là. On n'est pas là pour être un site spécialiste, mais vraiment pour partager et diffuser sur la base de l'existant. Et enfin, tous les centres Intim'Agir, on travaille en groupe de travail pour partager des ressources par le biais de tous les centres Intim'Agir de France. Donc, on aura des ressources qui seront partagées par le biais de communautés de pratique. Donc on a essayé de balayer de façon la plus large possible l'ensemble du développement du centre, ses perspectives pour 2023, pour 2024. On va, alors du fait des questions techniques que j'évoquais au démarrage de la réunion, on n'a pas pu suivre le chat en même temps. Je vais pour ma part arrêter le partage d'écran et reprendre le chat de façon à essayer de répondre à un certain nombre de questions. Alors je ne sais pas parmi les intervenantes, s'il y avait des points à préciser, à compléter d'ores et déjà, ou si vous avez repéré des questions auxquelles vous souhaitez d'emblée répondre dans le chat, le temps que nous, on puisse balayer également si des questions sont arrivées. Et il nous reste, on va dire, un quart d'heure d'échange possible sur ces questions. Pour attendre de dire, oui. Alors, est-ce qu'on pourra obtenir par fichier PDF le document affiché? On fera suivre le document, bien évidemment, et puis, dans un premier temps, on le mettra à disposition avec le replay du webinaire. L'adaptation pour les personnes sourdes est-elle prévue?
notamment pour le salon Amour et Handicap. Alors là, je vais laisser Nassima répondre pour Amour et Handicap, mais la question, et puis peut-être Céline voudra compléter là-dessus, mais dans la coordination, la question de l'adaptation aux différents types de handicap et notamment des outils qu'on va mettre à disposition est particulièrement essentielle. Ne serait-ce que sur la journée de lancement, un des sujets qu'on a commencé à prévoir, c'est la traduction en langue des signes, typiquement. Nassima, peut-être pour le salon Amour et Handicap, alors c'est une question qui nous avait déjà été posée lors de l'apéro live de lancement du projet Amour et Handicap 2023. En effet, c'est un objectif et on y tient de pouvoir accueillir tout type de handicap lors de ces 2 journées. Hein, c'est un salon qu'on veut ouvert, inclusif et voilà, qui puisse accueillir tout le monde. On n'est pas hyper bon dans tout. Lors de l'apéro live de lancement, donc la question avait été posée. Et puis, la personne qui a posé cette question-là, je l'avais invitée à me contacter par la suite, par mail, pour qu'on puisse échanger directement. Parce que peut-être que les solutions, les adaptations peuvent venir des personnes elles-mêmes. D'ailleurs, peut-être, c'est sûr. Donc, chose a été faite, donc on a pu se contacter par la suite. Et donc, nous, l'équipe Amour et Handicap, on est en lien avec une association à Marseille. Et puis, on va essayer de voir ensemble comment mettre en place les choses nécessaires pour qu'on puisse accueillir un public malentendant, sourd et aveugle. Voilà. On s'y attelle. Voilà. La réponse, c'est qu'on s'y attelle. Il nous reste encore quelques mois. On n'est pas tout seul. On a des personnes, ressources qui vont pouvoir nous aider à nous adapter au maximum. Voilà. Céline, tu voulais rajouter un mot sur ce sujet? Oui, je pense que c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations de tous les centres ressources. C'est l'accessibilité, je dirais, au sens large, à la fois l'accessibilité des sites, hein, parce qu'on a tendance évidemment à développer des sites internet, est-ce qu'ils sont accessibles aux personnes non-voyantes, comment on embarque en fait, la conception dès le début, la conception universelle pour que ça embarque bien tous les besoins spécifiques des personnes. Donc ça, c'est vraiment, entre nous, on travaille beaucoup et on réfléchit beaucoup aussi pour éviter justement d'exclure aussi une partie des personnes. La deuxième chose, et tu en as parlé, Jérôme, c'est la question du numéro d'appel, puisqu'il faut que ce numéro d'appel puisse être accessible aux personnes, malentendantes, mais également aux personnes sourdes aveugles et aux personnes aphasiques. Donc, c'est pour ça que la réflexion elle est menée aussi au national, parce qu'il y a évidemment, heureusement, hein, des numéros qui sont accessibles, mais il ne faudrait pas que, au sein des régions, on mette en place en fait une ligne d'écoute qui ne soit pas accessible à une partie en fait de la population. Et sur les événements, c'est la même chose. Hein. Sur les événements, c'est comment, en définitive, on réfléchit bien l'accessibilité, je dirais, à 360 degrés. Alors, bien sûr, l'APF France Handicap connaît ça par cœur sur la mobilité, physique. Hein, voilà, les petites marches, les petits trucs qui font toujours plaisir à tout le monde. Mais également, l'accessibilité au sens large, c'est-à-dire aussi avoir des documents faciles à lire, à comprendre, de pouvoir vraiment pouvoir avoir des mots simples, pour pouvoir que tout le monde en fait puisse véritablement participer. Et on sait que c'est un sujet aujourd'hui qui passe forcément facile. Hein. Alors c'est pour ça que le choix aussi de mon parcours handicap, c'est parce que pourquoi cette plateforme-là plus qu'une autre après tout, hein, c'est parce que justement il y a des critères d'accessibilité très poussés aussi sur les supports et ça c'est extrêmement important. De même, quand on fait des petites vidéos, quelquefois on traduit en langue des signes française, mais on ne met pas une transcription écrite. Vous voyez, donc voilà, donc on couvre les besoins d'une seule partie. Pareil, on ne décrit pas de manière systématique les vidéos. Donc voilà, donc il y a un vrai travail, et ça c'est extrêmement important. Et comme le disait parfaitement Nassima, c'est la compréhension qu'on peut avoir des besoins spécifiques pour justement développer différents supports. Alors c'est vrai que par exemple, sur les centres, on a aujourd'hui des plateformes qui se développent justement sur l'accessibilité, par exemple des sextoys, etc. Et c'est important parce que pour les personnes non-voyantes, il y a ces outils-là aussi qui existent. Voilà. Donc, c'est comment, ensemble, en fait,
on arrive à mutualiser en fait sur ces sujets-là les ressources que l'on connaît. Merci Céline. Qu'a-t-il prévu pour la journée Intime Agir à Aubagne? Alors, on est en train de construire la programmation qui sera autour de quatre thématiques, quatre tables rondes qui intégreront systématiquement la parole des personnes concernées en porte d'entrée, des expériences, retours d'expériences de terrain et puis une ouverture un peu plus théorique ou juridique, ou, voilà, en fonction des sujets sur le droit des personnes. C'est une journée qu'on souhaite construire aussi avec l'intervention d'une compagnie de théâtre forum de façon à, d'entrée de jeu dans cette journée, casser les tabous et permettre la participation la plus large possible. Avez-vous connaissance du gynécobus dans le Haut-Var, potentiellement un partenaire intéressant? Oui, effectivement, ça fait partie des projets qui sont identifiés, recensés et dont il conviendra de pouvoir se rapprocher. Et typiquement, lorsque ça existe sur une partie de la région, la question qui va se poser automatiquement, c'est comment est-ce que on arrive à en faire bénéficier le plus grand nombre et est-ce que ça doit être essaimé sur d'autres territoires, etc. C'est une initiative parmi d'autres pour lesquelles ces questions se poseront. L'accessibilité à nouveau, on y a répondu, on a apporté une réponse. Est-il envisagé une réflexion sur les aidants sexuels? Je crois que ça, c'est une réflexion qui transpirera dans ce que pourra communiquer les centres Intime Agir, mais qui dépasse aujourd'hui la seule question des aidants, des centres Intime Agir. On en a entendu parler au niveau national. C'est un sujet qui est en cours de traitement et je vois Céline qui lève la main, donc je te donne la parole sur ce sujet. Entendons. Le micro. Ton micro, Céline, on ne t'entend pas. Juste pour que tout le monde ait la bonne information, vous savez que suite en fait à l'avis du Conseil national d'éthique, la précédente ministre Sophie Cluzel avait demandé en fait au Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap de se saisir des pistes de réflexion du Conseil national d'éthique. Donc le Conseil national consultatif des personnes handicapées a construit une réflexion autour de 3 ateliers. Premier atelier sur l'accès à la vie intime, affective et sexuelle, le deuxième sur la formation et le troisième sur l'assistance sexuelle. Aujourd'hui, ces propositions, au nombre de 13, ont été soumises à un débat public pour recueillir les avis un peu de tout le monde. Et aujourd'hui, cette plateforme de propositions a été remise au gouvernement pour qu'il puisse y donner suite. Voilà, pour que tout le monde soit à la bonne, je n'en dirai pas plus. Merci Céline. Avez-vous des projets de développement sur le secteur de Arles? Alors, pas plus le secteur de Arles qu'un autre secteur, c'est un centre qui est régional et donc ça rejoint la question du réseau de partenaires sur lesquels on pourra s'appuyer, quels que soient les territoires. Donc la clinique Bonneveine qui également fait part de, comme il y a d'autres questions qui arrivent, celle-ci est partie, d'une expertise sur le sujet avec une approche sanitaire des personnes. Bien, il s'agira de se rapprocher et d'échanger ensemble sur comment est-ce qu'on peut articuler, diffuser de l'information, favoriser l'orientation, etc. Bien volontiers pour des échanges à venir et qui vont au-delà d'Intime Agir d'ailleurs, de toute façon concernant le CREAI. Il y aura on vous mettra dans le chat, il y a une adresse mail intimeagir@creai-pacacorse.com pour nous poser vos questions qui sont vraiment très spécifiques au cas par cas de tout à chacun. Alors, est-il prévu une formation à destination des aidants et des professionnels concernant la sexualité? Le CRA, alors dans le champ de l'autisme plus particulièrement, le CRA pourrait-il en mettre une en place, par exemple,
avec Monsieur Patrick Élouard, c'est une problématique pour nos adultes autistes. Alors effectivement, par catégorie de public et sans aucun doute des besoins spécifiques auxquels répondre. Nous-mêmes, on ne répondra pas à la place du Centre Ressources Autisme sur ce qu'il peut faire. Lui, néanmoins, il s'agira d'identifier quelles sont les réponses qui existent et si elles n'existent pas, de voir comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur certains partenaires pour le favoriser et s'aimer. Je te redonne la parole, Céline. Juste pour la bonne information de tout le monde, comme dire, mais ça on vous fera parvenir, il y aura un module d'auto-formation à destination des professionnels des établissements médico-sociaux. Vous savez, suite à la fameuse circulaire de 2021 sur la santé sexuelle et la lutte contre les violences. Donc ce module a vocation à informer, à mettre des graines dans la tête des professionnels en précisant bien que les violences sexuelles peuvent arriver et arrivent encore aujourd'hui et dans les établissements et services médico-sociaux, avoir un réflexe, en définitive, le réflexe violence sexuelle dans la tête quand une personne arrête de s'alimenter, quand une personne ne veut plus être touchée. Ce n'est pas forcément le handicap qui se surajoute, mais il y a peut-être à un moment donné des violences sexuelles qui se déroulent. Donc, avoir ce réflexe à un moment donné dans la tête. Et donc, ce module aura vocation véritablement à sensibiliser, à former les professionnels. Et dans l'annonce qui a été faite dans le cadre de l'égalité femmes-hommes, eh bien, il y aura 2 autres modules qui seront mis en place, notamment à destination des personnes elles-mêmes, des personnes en situation de handicap pour lutter contre les violences, mais également pour les familles et les aidants, avec aussi une approche sur la notion de consentement, parce qu'on sait tous ici, c'est extrêmement important. Je vous le dis pour qu'on évite en fait de redévelopper des outils qui sont en train d'être développés au national. Vous voyez, on a toujours tendance à faire un peu. Et donc voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est d'essayer ensemble de se compléter, d'utiliser ce que vous faites déjà dans les régions et ne pas refaire la même chose, et nous de pouvoir vous alimenter en définitive avec les travaux qui sont menés au niveau national. C'est tout l'objectif et c'est ce qui fait que sur le travail de fond qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de vraiment s'appuyer sur ces choses-là et de ne pas essayer de les reconstruire. Je vous ai mis dans le chat à côté par rapport à la question, une autre question sur comment mettre dans le dispositif, comment intégrer à la cartographie un dispositif. Donc je vous ai mis l'adresse mail dont parlait Ophélie tout à l'heure dans le chat, intimagir@creail-du6pacaccords.com. On évoquait tout à l'heure un formulaire dédié. Alors là, on n'a pas la main de façon pratique pour vous le mettre dans le chat, mais on vous le diffusera par la suite de façon à recenser les partenaires, les dispositifs, les initiatives, on les appelle comme on veut, mais qu'on aura intérêt à recenser dans cette cartographie. En lien, ce sera téléchargeable en lien avec le webinaire également, et au cas où, vous pourrez passer par cette adresse mail que je viens d'indiquer. Est-ce qu'il y a des référents de l'équipe d'Intimagir par département? Merci. C'est tout l'enjeu de la structuration et de l'animation du comité des partenaires. En s'appuyant sur le comité stratégique, il y a eu une volonté d'avoir une représentativité déjà de l'ensemble des territoires. Intimagir en tant que tel, je le redis, c'est Ophélie qui est à côté de moi à mi-temps pour travailler sur tous les sujets et coordonner tous les sujets qu'on a pu balayer depuis 1 heure. Donc, on n'a pas une équipe de référents Intimagir sur les territoires qui seraient les intervenants en réponse aux différents besoins, que ce soit des acteurs ou des personnes concernées. On est bien sûr de la mise à disposition d'informations, de la coordination d'actions, et on fera tout ce que l'on peut pour venir renforcer et s'aimer ce qui existe déjà. Mais et vous l'avez compris, on est en plein déploiement et les outils arriveront les uns après les autres courant de l'année 2023. Mais c'est vraiment ça, même si ce qui est évoqué sans que ce soit garanti aujourd'hui, peut-être un renforcement de ces centres, mais la mission reste celle-ci. Et on n'est pas dans l'accompagnement direct du parcours de la personne. Je crois que c'est important de le préciser comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, sauf à ce que j'en ai oublié, il y a des mains levées, on ne peut passer que par le chat. Alors peut-être que ça ne garantit pas toute l'accessibilité dans le cas du webinaire.
Et si on verra si une autre question arrive, je propose à l'ensemble des participantes avec nous, Nassima, Carole, Élodie Agopian, Élodie Dourlot, Céline Poulet, de compléter si vous voyez autre chose ou un petit mot de conclusion avant qu'on conclue nous-mêmes. Ça nous affiche qu'il reste 5 minutes à notre réunion. Donc, juste en quelques mots, je vous remercie pour la dynamique que vous mettez en place, aussi bien au niveau du CREAI que Madame Poulet au niveau du comité interministériel, parce que c'est vraiment un sujet qui jusqu'à présent n'était pas forcément très abordé. On ne savait pas trop par quel bout le prendre et c'était pas, voilà, on l'a dit en introduction que ça reste un sujet quand même tabou déjà, on va dire, dans la vie de tous les jours et je pense encore plus sur le champ du handicap. Donc vraiment merci pour la dynamique et aussi pour l'accompagnement, Madame Poulet, que vous nous proposez sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Céline, rien de plus à ajouter? Nassima, Carole? Non, moi je dirais juste, Jérôme, comme dire, déjà merci beaucoup, Madame Agopian, mais on ne peut rien faire sans les agences régionales de santé, vous le savez parfaitement bien, parce que vous êtes aussi voilà, le relais, je dirais, pour qu'on puisse vraiment mettre en place ces politiques publiques extrêmement importantes, parce que quand on touche en fait à la vie intime, affective et sexuelle, on touche aussi beaucoup d'autres sujets, et notamment dans les établissements et services, l'aspect aux droits fondamentaux, à aller, la liberté d'aller et venir, d'avoir, comment dire, une vie à l'intérieur des établissements et à l'extérieur des établissements. Ça touche énormément de choses, même à domicile. Hein. Nassima, je pense que la PF le sait aussi parfaitement, comment dire, tout le travail des aides à domicile, etc. Donc, ça nécessite une réflexion très globale et on a une grosse attente des personnes en situation de handicap sur ce sujet-là, qui ne vivent pas leur sexualité comme une sexualité à part, mais une sexualité comme vous et moi. Donc, je pense que c'est extrêmement important de bien le remettre dans ce contexte-là. Vous avez évoqué de manière, je pensais que j'allais être interrogée là-dessus, mais vous avez évoqué la question des ressources des centres Intim'Agir. On y travaille. C'est vrai que, Jérôme, on voit comment dire, les moyens qui sont assez modestes, en définitive, au regard des missions qui sont allouées aux centres ressources. Donc, toute la question sera, une fois qu'on est en phase de déploiement, comment, en définitive, on renforce ces centres ressources en moyens à la hauteur des ambitions que l'on a. Merci beaucoup, en tout cas, de cette invitation. Et je reste évidemment complètement à votre disposition. Merci. Merci Céline pour ces quelques mots. Merci à l'ARS pour le soutien, aux membres du COSTRAT d'avoir pu se joindre à nous et de contribuer avec nous. Je finirai là-dessus sur ce que tu as évoqué, Céline. Effectivement, ce n'était pas forcément l'espace de ce débat-là, mais on a bien compris, malgré tout, que les ressources, quelles qu'elles soient aujourd'hui, dans un champ de transformation de l'offre, si on veut avancer vers la société inclusive, si on ne veut pas réinventer ce qui existe déjà, tout l'enjeu, c'est vraiment ce réseau des partenaires et du repérage des initiatives et de partager ces choses-là et de s'appuyer sur les dispositifs qui existent et notamment dans le droit commun pour les rendre accessibles. Et aucun doute qu'on aura besoin de ressources complémentaires vu l'ensemble des missions et des sujets que cette thématique vient toucher et aborder. Mais ça, c'est effectivement en cours et on a déjà beaucoup à faire avec l'existant. On vous attend nombreux on était une centaine de participants là aujourd'hui, donc merci à tous d'avoir pu nous rejoindre sur ce temps, en espérant que vous avez eu le temps de déjeuner, soit avant ou pendant. On vous attend nombreux sur les événements qui ont été évoqués, la journée de lancement du 26 mai à Aubagne, et puis le salon Amour et Handicap, dont j'ai perdu la date, mais on l'a affiché tout à l'heure, 6 et 7 octobre. Non, c'est ma mémoire qui l'a perdu, Nassima. J'ai pas y croire. À hier. Et au plaisir de vous rencontrer sur les étapes des animations qu'on va organiser sur les territoires tout au long de l'année 2023. On vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et à très vite pour échanger plus avant sur ce projet. Merci. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.